à travers les dimensions du temps et de l'espace, grâce à des technologies qui dépassent notre entendement. Nous observe-t-il, tapis dans l'ombre? Ce ne sont pas des cauchemars, tout ça est bien réel. Sont-ils déjà là? Peu importe où on irait, ils finiraient par nous retrouver. Aldergrove, en Colombie-Britannique. Située dans la vallée fertile de Fraser, cette petite ville ouvrière de taille moyenne voit ses habitants couler des jours paisibles. Après m'être séparée de mon mari, j'ai voulu une vie meilleure pour mes enfants, plus au calme. J'ai eu envie de me sentir en sécurité et c'est pour ça que j'ai choisi de déménager à Aldergrove. C'est très malin. La soirée du 17 juillet 1991 débute tout à fait normalement. Les enfants étaient couchés, ils dormaient. Mon ami était passé me rendre visite. On en était déjà à parler mariage. Merci. Tiens. Juste comme j'aime. Il faisait bon. On a décidé de s'installer dans le patio à l'arrière de la maison pour boire notre thé. C'était une belle soirée d'été. C'était une très belle nuit. On est bien là. Ton gratin de pommes de terre était délicieux. Tout est dans la crème. D'un coup, j'ai ressenti une sorte de bourdonnement étrange dans l'abdomen. Je lui ai dit « Tu sens ?» Il m'a répondu « Oui, j'allais te demander la même chose. » C'est quoi ça? C'est bizarre. Je lui ai dit « Regarde en l'air. » Tom. Wow. Cette chose devait faire la taille d'un terrain de foot, peut-être même plus. Elle était très sombre. En fait, on ne distinguait sa forme que parce qu'elle occultait la lumière des étoiles. C'est dingue. Il n'y avait aucune lumière, aucun bruit. Cet engin flottait dans les airs et puis il s'est arrêté brusquement. Je me suis sentie oppressée. J'ai demandé « Est-ce qu'il va se poser ?» Tom a paniqué. C'est dangereux. On devrait rentrer. Viens. On rentre. Il a dit « Je ne reste pas là, tu ferais mieux de faire pareil. » Il s'est précipité dans la maison. Moi, je suis restée dehors. J'ai eu l'impression de passer 2-3 minutes maximum à observer cette chose. Et d'un coup, plus rien. Ah, te voilà. Il m'a demandé où t'étais passé. T'es allé où? Je t'ai cherché partout, tu avais disparu. J'étais là à regarder cette chose. Je suis sorti avec ton thé et tu n'étais plus là. Je n'étais allée nulle part. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai cherché partout, dans les bois. J'ai marché jusqu'au bout de l'allée. Pendant 1 heure? Je lui ai dit je ne suis restée dehors que quelques minutes et il m'a répondu non, tu as disparu plus de 3/4 d'heure. J'ai dit c'est impossible. Tom, j'étais là à regarder cet engin dans les airs. Pendant 1 heure? J'ai répété je ne suis restée dehors que 2-3 minutes. C'est ce qu'on a vu qui te rend nerveux. Et il m'a dit non, regarde l'heure. Je suis resté parce que je ne voulais pas laisser les enfants seuls en ton absence. Tu as disparu presque 1 heure. Je ne savais pas quoi penser. Tu t'es envolé comme ça, sans rien dire. Je n'ai pas bougé, Tom. Tu es entré dans la maison pour poser les tasses et moi, je suis restée là. Non. Non, c'est pas possible, ça. Ce genre de numéro, ça ne va pas le faire. Mais Tom, je ne savais pas ce qui s'était passé. Et après cette soirée, je ne l'ai plus jamais revu. Il m'a appelé pour me dire « Je suis désolée, au revoir ». Voilà. Franchement, je ne savais pas quoi en penser.
On avait vu un énorme vaisseau en forme de boomerang qui devait faire la taille d'un terrain de foot. À qui le dire? Dans ces cas-là, on n'est pas sûr de vouloir en parler à quelqu'un. On a peur des moqueries. Quelque chose de bizarre s'était produit, quelque chose clochait. Le lendemain, j'ai contacté le planétarium de Vancouver. J'ai demandé « Vous avez reçu d'autres appels ?» Et on m'a répondu « Non, mais je vais vous mettre en relation avec le centre de recherche ufologique. » Je ne savais même pas que ça existait. Des enquêteurs du centre UFO de la Colombie-Britannique s'occupent du cas de Corinna. On lui a dit qu'il y avait eu 15 autres témoignages signalant un engin dans le ciel ce soir-là. J'ai feuilleté les documents et on a reçu 8 témoignages évoquant un vaisseau en forme de boomerang. Ça confirmait qu'on n'avait pas rêvé. Il y avait bien quelque chose dans le ciel. Et on n'était pas les seuls à l'avoir vu. Les voyages interstellaires sont-ils possibles? Jamie Matthews, astrophysicien, est responsable du premier télescope spatial canadien. N'oubliez pas que les distances à parcourir entre les étoiles sont colossales. Donc, si on envisage le voyage au sens conventionnel du terme, avec cette limite de vitesse universelle qu'est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, c'est énorme. Mais même à une telle vitesse, il faudrait des années pour aller d'une étoile à une autre. Nos sondes spatiales les plus rapides mettraient plusieurs dizaines de milliers d'années pour rejoindre l'étoile voisine la plus proche. Si les gens avaient une meilleure idée de l'ampleur des distances interstellaires, ils se demanderaient si c'est vraiment possible que des extraterrestres puissent parcourir autant de kilomètres pour venir nous rendre visite aussi souvent. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais le voyage interstellaire est-il le seul mode de transport possible pour atteindre la Terre? Peut-être avons-nous des visiteurs qui ne viennent pas de notre univers à 3 dimensions. Peut-être viennent-ils d'un multivers qui comporte un autre nombre de dimensions. Il pourrait exister beaucoup d'autres dimensions spatio-temporelles, dont nos 3 dimensions spatiales et notre unique dimension temporelle ne seraient qu'un sous-ensemble. Si vous voulez relier ces différentes dimensions, il faut en quelque sorte percer un trou interdimensionnel. Si des créatures ont trouvé un moyen de réussir, alors c'est qu'elles disposent d'une technologie ultra sophistiquée. Ou alors c'est qu'elles ont découvert par hasard un phénomène naturel dont on ignore l'existence. Je ne savais que croire, mais j'étais sûre d'une chose, tout ça était très étrange. Il y a 2-3 années qui se démarquent des autres, et celle où Corinna a vu cette chose étrange dans le ciel en fait partie. Un vaisseau géant en forme de boomerang a survolé sa maison. Avant qu'il n'apparaisse, le calme s'est installé. Les grenouilles ont cessé de coasser et un silence de mort s'est installé. Ce qui lui est arrivé les 45 minutes suivantes demeure un mystère. Tu as disparu presque 1 heure. Elle ne s'en souvient pas. Où était-elle? Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé. En juillet 1991, un énorme engin a survolé la maison de Corinna Sables à Aldergrove, en Colombie-Britannique, au Canada. C'est dingue. Corinna a appris qu'elle avait disparu pendant plus de 45 minutes. Elle ignore ce qui s'est passé. Ah, te voilà? Oui, Tom, j'étais là à regarder cet engin dans les airs. Pendant 1 heure?
1 heure? Tout ça a été très étrange. Ça m'a rappelé ce qui m'était arrivé enfant. Je ne saurais pas trop dire ce que c'était. C'était en octobre, à la période d'Halloween. Des amis sont venus me chercher et m'ont dit « Viens jouer avec nous, on va jouer dans la forêt ». Je t'ai eu! Arrête de me faire peur! Quelqu'un a proposé qu'on joue à cache-cache. C'était mon tour de compter contre un arbre avant d'essayer de trouver tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive! Il n'y avait pas un seul bruit. Je n'entendais plus mes amis, je ne les voyais nulle part. Les copains, vous êtes où? Et puis j'ai senti une odeur étrange de moisi qui m'enveloppait. J'ai eu comme des frissons. Et d'un coup, une peur inexpliquée m'a envahi. J'étais terrifiée. Je n'osais pas me retourner pour voir ce qui me suivait, mais je savais qu'il y avait quelque chose derrière moi. Quand je suis enfin arrivée chez moi, tout le monde était en panique. Mes parents pleuraient. Ils se sont mis à me hurler dessus. « T'étais où? Tous les enfants sont rentrés depuis longtemps. Qu'est-ce que tu faisais ?» Aujourd'hui encore, j'ignore où je me trouvais et ce qui s'est passé. C'est un mystère. Il est très courant que des personnes qui disent avoir été en contact avec des extraterrestres ne se souviennent pas de ce qui leur est arrivé. Ils ont un blanc de 2 ou 3 heures dans leur vie. C'est classique chez les victimes d'enlèvement. Quand on se fait enlever, les extraterrestres viennent vous chercher, vous emmènent et vous font des choses. Parfois, les victimes gardent des marques étranges sur le corps, des cicatrices ou des bleus. Il s'agit surtout de cicatrices. Les personnes enlevées se retrouvent avec des marques bien visibles qu'elles n'avaient pas la veille. Et ça, c'est biologiquement impossible. J'ai pensé, je commence à comprendre. Car je me suis déjà réveillée avec des marques sur le corps. On m'a dit, certaines personnes qui disent avoir été kidnappées par des extraterrestres présentent des cicatrices sur les jambes ou ailleurs. Depuis toute petite, j'ai une tache sur la jambe dont j'ignore l'origine. Je n'ai jamais vraiment compris ce que c'était. Je suis allée voir un médecin pour savoir ce que ça pouvait être. Il n'a pas pu me donner de réponse précise. Cette marque mystérieuse est-elle la preuve de l'enlèvement de Corrina? On se pose forcément des questions. Je ne me drogue pas, je ne bois pas, jamais. On se sent terriblement seul parce qu'on se demande qui va nous prendre au sérieux. Si on me racontait une histoire pareille, je me dirais, je ne sais pas si je dois y croire ou pas. Au cours des semaines suivantes, Corrina essaie d'oublier ce qui s'est passé. J'avais couché les enfants, je venais de me mettre au lit, j'avais fermé les yeux.
J'ai vu cet être qui devait faire 1 mètre de haut, avec une tête en forme de poire. Il était de couleur grisâtre. J'étais terrifiée. J'ai eu la sensation que ce n'était pas la première fois que je le voyais, mais je n'en étais pas sûre. Je le voyais, il était là. Et puis son image venait se superposer de plus en plus près de moi. Je ne sais pas comment décrire cela. Et cette chose a flotté jusqu'à la chambre de ma fille. Il était forcément là. Je l'avais vu entrer dans la pièce. Mais rien. La petite dormait tranquillement. J'ai pensé, eh bien, un sacré cauchemar. J'ai sérieusement envisagé de me faire interner. Quand ce genre d'événement se produit, la première chose à laquelle je pense, ce sont mes enfants. Comment les protéger? Comment tout arrêter? Sur un plan mental, psychologique et spirituel, on remet tout en question. J'ai été élevée dans la religion catholique. On nous parle de Dieu et tout le toutime. Et d'un coup, on se demande, mais qui sommes-nous? D'où venons-nous vraiment? Qui sont ces êtres? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi sommes-nous ici? Et là, on se sent terriblement seul. Caleb Scharf est à la tête du centre d'exobiologie de l'Université de Columbia. Il cherche des preuves de l'existence de vie extraterrestre. L'un des objectifs principaux de la science moderne est de découvrir si nous sommes bel et bien seuls dans le système solaire, et même dans l'univers tout entier. Il y a encore peu, on n'était pas sûr qu'il existait d'autres planètes tournant autour d'autres étoiles. Grâce à la technologie moderne, on a réussi à intercepter la signature énergétique d'autres systèmes planétaires. Le fait qu'il y ait autant de planètes est très surprenant. Ça prouve qu'elles se forment très facilement dans cette galaxie, et sans doute dans l'univers tout entier. Ça veut dire que la probabilité qu'il existe une planète relativement semblable à la Terre, ou plus simplement pouvant abriter des formes de vie, est donc très élevée. On dénombre 763 planètes confirmées et plus de 2000 planètes potentielles. Notre galaxie fourmille de planètes. Il y en a plus que d'étoiles. On ignorait la chose il y a encore quelques années. Et parmi ces corps célestes, il y en a beaucoup de petits, qui pourraient être de nature rocheuse, tellurique, un peu comme la Terre. En astronomie, la zone d'habitabilité autour d'une étoile correspond à la zone dans laquelle une planète semblable à la Terre pourrait avoir une température de surface qui se situe entre le point de congélation et le point d'ébullition de l'eau. Autrement dit, la planète ne doit être ni trop près ni trop loin de l'étoile pour avoir une température idéale. Et si la présence d'eau à la surface nous intéresse, c'est parce que la vie ne peut pas exister sans eau à l'état liquide. Prenons la Terre. L'oxygène qui nous permet de respirer provient essentiellement de plantes et de micro-organismes. La plupart des réactions chimiques qui régissent notre monde sont le résultat de 4 milliards d'années d'évolution des organismes microbiens. Quand on s'intéresse à d'autres planètes, voilà le genre de signe de vie qu'on recherche. On tente de trouver des indices environnementaux qui tentent à prouver que la vie joue un rôle sur l'activité à la surface du corps céleste. Forcément, en s'appuyant sur des concepts comme celui de la zone d'habitabilité ou de la présence indispensable d'eau, on part de l'a priori que la vie ailleurs est forcément similaire à celle qu'on connaît ici. Est-ce bien le cas? On n'en sait rien. Mais il faut bien commencer quelque part. Et le meilleur point de départ consiste à prendre ce qu'on connaît comme modèle.
Qu'est-ce que c'est? Le petit fantôme blanc. Un fantôme blanc? Qui sont ces êtres et que veulent-ils? Il vient des fois me voir dans ma chambre. Il me fait un peu peur, mais il ne me fait pas de mal. Chérie, qui c'est? Et ma fille m'a dit, je n'aime pas l'homme à tête de citrouille, c'est le médecin. Le médecin? Oui. Il me fait très peur, il me fait du mal. Il me fait un peu peur. C'est le médecin. C'est le médecin. Après avoir découvert les étranges dessins de sa fille, Corinna Seybold est convaincue que quelque chose est venu lui rendre visite chez elle, à Aldergrove, en Colombie-Britannique. Notre vision des extraterrestres, que ce soit en littérature, au cinéma ou à la télévision, repose sur la perception que nous avons de nous-mêmes. Nous extrapolons à partir de ces images, mais cette tentative est vaine, car nous n'avons qu'un seul exemple de vie complexe sur Terre. Les aliens nous ressemblent peut-être. Il est possible qu'ils aient 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, etc. Car ce sont des éléments qui vont de pair avec un organisme fonctionnel. La vie doit répondre aux mêmes règles que celles qui nous gouvernent. Les lois de la physique, de la chimie, de la biochimie. Mais tout dépend de comment elles se manifestent. Comment passe-t-on d'organismes simples à des organismes complexes? Notre logique nous pousse à nous référer à ce que nous connaissons. On se dit bien, ils doivent avoir 2 yeux et une vision périphérique et 2 jambes pour tenir en équilibre. Mais qui sait ce qu'il en est? Le fait est que l'évolution est un processus imprévisible. Il pourrait donc exister une vie extraterrestre très éloignée de la nôtre. Des êtres capables de sentir, de se déplacer, de penser, mais très différents de nous malgré tout. Ce point de vue est tout aussi valable. On ignore quelle hypothèse est la bonne. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de voir l'univers sous un jour nouveau, d'ouvrir les yeux sur de nouvelles zones de longueur d'onde du spectre électromagnétique, de nouvelles échelles de temps ou de nouvelles distances, on a été surpris. Le petit fantôme blanc. Quand ma fille m'a parlé du médecin, d'un coup, je me suis souvenue de ce qui s'était passé ce soir-là. J'ai réussi à assembler les différentes pièces du puzzle. On m'a emmenée dans un très gros vaisseau. Je pense que c'était ça. J'étais dans une pièce gigantesque, toute ronde et mal éclairée. La lumière était tamisée. Il y avait une odeur étrange et il faisait très froid. J'étais allongée sur une table en acier. Soudain, quelqu'un est arrivé sur ma gauche. Un être très grand, au visage osseux, s'est approché de moi. Il avait une tête énorme et on pouvait voir les plis de son crâne sous sa peau. Il avait de grands yeux noirs en amande, une fente en guise de bouche, pas de nez, pas d'oreille et un corps tout maigre. J'étais littéralement terrifiée.
Il n'a pas bougé les lèvres, mais je l'ai entendu me parler dans ma tête. Il a dit « Je suis le médecin ». J'ai pensé « Qu'est-ce qu'il va me faire ?» David Jacobs a étudié pendant 25 ans les témoignages d'enlèvement par des extraterrestres. Le scénario classique, c'est une personne qu'on extrait de son environnement naturel pour la placer sur une table avant de lui faire subir une sorte d'examen. Une sorte, car ce n'est pas un examen normal. En général, des prélèvements de sperme ou d'ovules sont effectués. Il y avait une autre salle remplie de ce qui m'a semblé être des centaines d'aquariums. Il y avait des fœtus dans chacun d'eux. Je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai compris qu'ils enlevaient des femmes pour leur implanter ces fœtus qu'ils récupéraient par la suite. C'est ce que quasi toutes les femmes enlevées racontent. L'objectif serait de donner naissance à ces bébés hybrides, croisement entre extraterrestres et êtres humains. Tout est devenu clair. J'ai très souvent des problèmes féminins. Et ma mère était pareille. On tombait enceinte et puis c'était fini. On faisait une fausse couche. Mais il n'y avait jamais de fœtus expulsé. Pardonnez-moi, J'ai compris que ce qui m'était arrivé se transmettait de génération en génération. Quand on travaille sur le cas d'un enlèvement, on découvre très souvent que la mère ou le père de la victime, voire les deux, ont eux aussi été enlevés. Si c'est le cas, il y a donc une sorte d'héritage qui va se transmettre. Ça veut dire que les enfants de ces personnes aussi seront un jour kidnappés. Le plus effrayant, ça a été quand j'ai pris conscience de la réalité de la chose. C'était terrifiant. J'étais en colère. Je ne voulais pas y croire. Comment leur échapper? Qu'est-ce que je peux faire? Comment mettre un terme à tout ça? Je devais protéger ma fille. Pas question qu'il lui arrive quoi que ce soit. Afin de retrouver calme et sérénité, Corinna Sable se décide de laisser derrière elle Aldergrove et ses mauvais souvenirs pour emménager au cœur de la vallée d'Okanagan. Un matin, je me suis réveillée et j'ai pensé « mets tout dans des cartons et va-t'en ». Ça s'est passé comme ça. Je sais que ça paraît idiot, mais c'est ce que j'ai ressenti. Pendant les 12 années qui suivent, Corinna et sa fille vivent une existence paisible. La ville de Kelowna me fait penser à la Californie. Il fait chaud, le climat est semi-aride. Les étés sont géniaux. Elle n'avait pas la même voix. Une amie de Vancouver était venue me rendre visite. Elle n'était pas si mal. Il était très tard, minuit moins 5, et elle devait repartir le lendemain matin. Elle avait un bon accent. Et elle m'a dit « Allons regarder les étoiles ». J'ai pensé « Il est tard, on devrait rentrer ». Mais elle a tellement insisté que j'ai fini par céder. Et je lui ai dit « D'accord, on y va ». La dernière fois que j'ai fait ça, c'était quand tu étais là. C'est mieux que dans mes souvenirs. Il n'y avait pas de lune ce soir-là. On ne voyait aucune lumière de la ville. Il faisait nuit noire et il y avait plein d'étoiles. Je me suis garée sur le bord de la route. Regarde, on va s'arrêter ici.
Super, c'est parfait. Génial. Oui, c'est magnifique. J'ai pris ma lampe torche pour éloigner les ours et les pumas. On en avait récemment signalé dans la région. C'est splendide par ici. Oui, c'est top Ouais, de prendre l'air. c'est super. Bon. Attends, c'est trop bizarre. Elle m'a dit, il y a 3 points lumineux dans le ciel. Ils sont verts. Vert fluo. Ils forment une sorte de triangle et ce vert, Qu'est-ce que c'est? Ça ne pouvait pas être un avion ou un hélicoptère. Quelque chose cloche. il se rapproche. J'ai allumé ma torche parce que j'ai eu peur. J'ai vu des yeux et j'ai d'abord pensé, ok, c'est un cerf. Et puis j'ai compris, ce n'était pas un animal, c'était quelque chose d'autre. Quand j'ai pris conscience de ce dont il s'agissait, j'ai paniqué. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. J'avais tellement peur que je ne pouvais plus ni parler, ni respirer. Je voulais dire à Cheryl de retourner à la voiture. Je voulais revenir jusqu'à ma portière, mais j'avais la sensation d'avancer au ralenti, de marcher dans des sables mouvants. Cette chose s'approchait. Elle en avait après moi. Je devais m'enfuir. Vite, mon Dieu! Démarre la voiture! Je n'y arrive pas! J'ai dit, ça démarre pas. Allez! C'est pas vrai! Non, allez! Je n'arrivais pas à y croire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et on est reparti vers la ville. Oh mon Dieu, il faut qu'on les sème! De quoi tu parles? Mais c'était quoi ça? On doit s'enfuir! Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai! Oh mon Dieu! Quoi? C'est derrière nous! J'ai dit, je ne veux pas rentrer chez moi, les mener jusqu'à ma fille. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. On doit continuer de rouler. On va se garer quelque part et attendre que cette chose s'en aille. Je suis allée plus loin. J'ai pris la route de montagne, là où il y a tous ces vergers. Tu fais quoi là? Chut! On a regardé derrière nous, à travers le pare-brise, pour voir si cette chose était toujours là. Rien. Elle était au-dessus de nous, au-dessus de la voiture. Oh non! C'est pas vrai! J'ai eu la sensation étrange de traverser un mur d'électricité. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle a, ton horloge? Corina, pourquoi ça affiche? C'est pas possible. Pourquoi il y a 1 heure d'avance? Shirley m'a fait remarquer que l'horloge indiquait 1 heure de plus. On venait d'arriver. Comment 1 heure avait pu s'envoler comme ça? Pourquoi il y a 1 heure de plus? Oh mon Dieu, Shirley, non! Pourquoi? On doit rentrer! Ma fille! De quoi tu parles? Ma fille! Oh non! Tout semblait normal. Ma fille dormait. Mais au fond de moi, j'ai compris que je ne pouvais rien faire pour empêcher ces êtres de revenir. Il y a 3 points lumineux dans le ciel. Ils se déplacent. C'est vert. Le 27 juillet 2003, Corina Sebels pense avoir vécu avec son amie Shirley
une rencontre du troisième type terrifiante. Craignant pour la sécurité de sa fille, Corina se précipite chez elle. Elle est soulagée de retrouver la petite endormie, saine et sauve. Elle fait immédiatement part de l'incident à des spécialistes d'ufologie. Brian Weick lui apprend que son ami et elle ne sont pas les seuls à avoir vu ces manifestations étranges dans le ciel. Plus de 200 personnes ont été témoins de cet événement qui a eu lieu le 27 juillet 2003. C'est exceptionnel. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Il m'a dit, de nombreuses personnes ont vu la même chose. On a reçu des témoignages, des appels, des emails décrivant un phénomène identique. Les gens ont vu ces lumières vertes flotter dans le ciel, se déplacer d'arrière en avant, de haut en bas, avant de disparaître au loin. C'était dingue. L'objet s'est stabilisé au-dessus des montagnes avant d'opérer un virage à 90 degrés, de redescendre vers le lac et de tourner à 90 degrés à nouveau. Et il a survolé les véhicules sur l'autoroute. C'était très étrange. Le professeur Dostein étudie les phénomènes atmosphériques que l'on confond parfois avec des ovnis. Une météorite est un petit fragment de corps céleste qui erre dans le système solaire. En raison de la gravité terrestre, elle plonge vers notre planète car sa vitesse n'est pas suffisante pour rester en orbite. Pendant sa chute, elle interagit avec l'atmosphère et entre en combustion. Ce qui se passe, c'est que les composants de la météorite se désagrègent en raison de la friction entre ce corps solide progressant à une vitesse très élevée et l'atmosphère. La température augmente et les matériaux détruits forment une traînée à l'arrière du fragment de météorite. Derrière, on observe souvent une autre traînée verte. On a donc la météorite, puis une traînée blanche, ensuite une zone verte et enfin l'obscurité. Tout ça forme toujours plus ou moins une ligne droite. Difficile de déterminer l'altitude de la chose, ou même la taille du fragment en question. Toujours est-il que tout fragment de météorite émet de la lumière en raison de l'énergie dégagée. Corina et son amie Shirley ont vu plus d'une lumière fluorescente dans le ciel ce soir-là. Il y avait 3 points lumineux. Ils formaient un triangle et se déplaçaient de façon très étrange. Les sceptiques diront c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, mais on n'a pas rêvé. Et d'autres ont vu la même chose. La vitesse de cette chose était incroyable. Le lendemain matin, Corina souffre d'un terrible mal de tête. J'étais assise là, à essayer de comprendre ce qui s'était passé la veille. Bonjour Shirley. Bonjour. Mon ami s'est levé et m'a dit « Je ne me sens pas bien du tout ce matin. Quelque chose ne va pas. » T'as bien dormi? Je ne me sens pas bien du tout. J'ai mal à la tête aussi. Ah oui? Oui. Quelque chose ne va pas. J'ai mal au crâne, Trop d'émotions hier soir. Je sais pas. Oh Shirley. Oh, tu saignes du nez. Je saigne? C'est pas vrai? Mais c'est fou. Oh, ma pauvre Shirley. Mon nez... Elle saignait du nez, ça n'arrêtait pas de couler. C'était très impressionnant. Elle m'a dit, quelque chose ne va pas, j'ai mal en bas du dos. Mon dos, tu peux regarder? J'ai super mal. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai un bleu ou quoi? Mince Shirley, t'es brûlée. Quoi? Elle avait une grosse brûlure circulaire, comme si elle avait été irradiée. Ça fait mal. Comment t'as fait ça? J'en sais rien, mais c'est douloureux. Bonjour chérie. Maman, je me sens pas bien. Tu as mauvaise mine. J'ai envie de vomir.
Nikki, C'est pas vrai. Ma fille m'a dit « Maman, je crois que j'ai attrapé la grippe. J'ai très envie de vomir. » Et là, elle s'est mise à saigner du nez. J'ai pensé « Ok, là, ce n'est pas normal. » Une chape de plomb s'est abattue sur moi. J'ai compris que malgré tous mes efforts pour les maintenir à distance, ces êtres s'en étaient pris à elle. C'est pour ça qu'elle saignait du nez. J'étais totalement impuissante. Peu importe où on irait, où on essaierait de se cacher, ils finiraient par nous retrouver. Cette terrible expérience vient confirmer les pires craintes de Corrina. J'étais sous le choc. J'étais plus que jamais consciente du fait que c'était eux qui commandaient. Ils pouvaient venir quand ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient, et j'étais incapable de les en empêcher. Impossible de les arrêter. Peu importe où on irait, où on essaierait de se cacher, ils finiraient par nous retrouver. au secours! Oh mon Dieu, non! Démarre la voiture! J'y arrive pas! Ils ne nous laisseraient jamais tranquilles. Non, c'est pas vrai! Les personnes qui ont été enlevées mènent des vies hors du commun. Elles savent que tout un tas de choses étranges leur sont arrivées. Elles vivent constamment dans la peur que ça recommence. Elles ne ferment pas l'œil de la nuit. Très souvent, elles ne peuvent pas dormir sans garder la télé ou la lumière allumée. Certaines gardent un couteau ou une arme sous leur oreiller. J'aimerais que plus de victimes osent parler de ce qui leur est arrivé. Il faudrait qu'elles aient le courage de sortir de l'ombre. Mon but n'est pas de convaincre les gens, de prouver que tout ça est bien arrivé. Il faut aller de l'avant, parce que sinon on ne vit plus. J'ai passé 50 ans et je suis toujours là. C'est la preuve qu'ils ne cherchent pas à me tuer. Ils m'enlèveront peut-être à nouveau, mais je reviendrai. Je ne peux pas protéger mes enfants de tout. Mais ils m'ont vu gérer la chose. Et grâce à ça, ils sont de taille à affronter ce qui pourrait arriver à leurs propres enfants. Ou même à leurs petits-enfants, qui sait. On ne sait pas pourquoi ils reviennent. Mais ils finissent toujours par revenir.